Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, pour faire plaisir à mes abonnés, je vais vous présenter un cours sur les phénomènes géologiques externes qui s'adresse aux premières SVT, premières sciences maths. Dans le chapitre 1, vous avez la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. C'est dans la répartition semestrielle du programme, le premier semestre. Et ce chapitre compte plusieurs activités, notamment les études granulométriques des sédiments. Je vais commencer donc par l'activité 1, les études granulométriques des sédiments. Et c'est parti. Introduction. À l'échelle des temps géologiques, en millions d'années, la surface de la Terre n'est pas immuable, figée, mais en perpétuel changement, en perpétuelle transformation, sous l'effet de divers phénomènes. Alors les phénomènes, par exemple la glaciation de la Terre, puis ensuite le réchauffement climatique, il y a eu la période des dinosaures, il y a la période où il y a eu l'extinction des dinosaures, les dinosaures, il y avait en Arabie Saoudite une grande forêt, enfin même toute l'Afrique, il y avait des savanes, des forêts, etc., il y avait de l'eau. Mais comment le sait-on ? Eh bien, c'est ça le but, en fait, de la paléogéographie. La paléogéographie, elle s'attache à reconstituer les différentes géographies qui se sont succédées au cours des millions d'années de l'histoire de la Terre. Des millions d'années en arrière. C'est pas beau ça vraiment. Vous fermez les yeux et vous imaginez les dinosaures au Maroc. Comment le sait-on? Comment sait-on qu'il y avait la mer, le bahar, etc. Donc la paléogéographie, elle va reconstituer les différentes géographies qui se sont succédées au cours des millions d'années de l'histoire de la Terre. حتى لا تكتونيك زعزع هاد القارات اللي درسوا في الاعدادي تسببت في تغيير الكره الارضيه. Comment va-t-elle donc reconstituer ces paysages? Comment va-t-elle reconstituer les phénomènes qui se sont passés? Pour reconstituer les paysages anciens d'une région, les géologues observent. Ce sont des policiers, tout simplement, des enquêteurs. Ils enquêtent. Ils observent et ils étudient les phénomènes qui se déroulent d'abord actuellement. D'accord? Les conditions de formation de roches. On observe la nature, la structure et le contenu fossilifère des roches. On essaie de voir les différents milieux où sédimentent les roches, le mode de vie des êtres vivants actuels, le type de climat et quelle est son influence sur un paysage. Bref, on observe tout ça. Et bien sûr, tous les résultats de ces recherches sont des indices qui permettent de se représenter le paysage d'une région il y a plusieurs millions d'années. Et il faut beaucoup d'indices. D'accord? En considérant en plus que ces phénomènes se déroulaient de la même façon dans le passé, aux mêmes causes, les mêmes effets. Il se représente l'environnement passé. Le principe de l'actualisme. Le présent nous renseigne sur le passé. D'accord? Et bien sûr, parmi les roches que l'on étudie, eh bien, on étudie les roches sédimentaires, qui sont d'excellentes archives du passé. Les roches sédimentaires عندهم معلومات فيهم بزاف المعلومات اللي كيعطيونا كيفاش كانت الارض هذه ملايين السنين. Alors bien sûr, il faut savoir d'abord ce que c'est qu'une roche sédimentaire. On a trois roches en général. On a les roches magmatiques qui se sont formées à l'intérieur de la Terre. On a les roches métamorphiques, ce sont des roches qui étaient magmatiques, sédimentaires ou même métamorphiques et puis qui se sont encore métamorphosées sous l'effet de la pression et de la température, donc tghiro. Et ensuite, on a bien sûr les roches sédimentaires qui se forment à la surface de la Terre et représentent vraiment une très grande superficie. Une classification simple des roches sédimentaires, on a les roches sédimentaires détritiques, qui sont formés à partir de débris, conglomérats, argile, sable, etc. Les roches sédimentaires chimiques, calcaires, évaporites, et les roches sédimentaires biologiques, la houille. Nous allons nous intéresser particulièrement aux roches détritiques.
Les roches détritiques sont formées de particules minérales, issues de l'altération de roches préexistantes. Donc une roche a été altérée, وقع لها الهدم التكسير إلى آخره وعطتنا أجزاء معدنية. Et les roches détritiques forment près de 85% de l'ensemble des roches sédimentaires. Et bien sûr, on va commencer enfin le cours. Cette introduction était un peu longue, je regrette, mais elle était vraiment nécessaire. Donc, on commence par l'activité 1, étude granulométrique des sédiments détritiques. Granulométrique. Métrique, mesure, granulo, les grains, donc mesure des grains. On va maintenant classer les roches détritiques. Une classification que je vais vous montrer dans le tableau suivant. Vous remarquerez que ce tableau montre une classification basée sur le diamètre des grains. Si par exemple le diamètre des grains est supérieur à 2 mm, on a comme sédiments meubles, si vous voulez, des cailloutis, des blocs et des graviers. Et la roche consolidée, ce sont les conglomérats. Entre 0,063 mm et 2 mm. On a le sable. Et le sable est divisé en sable très grossier, grossier, moyen, fin, très fin, selon le diamètre de ses grains. Et la roche consolidée, c'est le grès. Et le grès, c'est une roche compacte qui est formée de grains de sable, tout simplement. On a ensuite les siltes, dont le diamètre est entre 0,002 mm et 0,063 mm, vraiment très très fin. Et la roche consolidée des siltes est siltite. Et ensuite, on a les argiles, tain. Vraiment, le diamètre il est inférieur à 0,002 mm. Et la roche qu'il donne, c'est les argilites. Donc, vous voyez que un sédiment meuble qui peut, avec le temps, devenir ensuite solide, sous l'effet de la diagenèse, on l'a dit, et donner une roche solide, comme par exemple le sable va donner le grès. Bon, écoutez-moi bien. La dimension du sable. Il est situé entre le diamètre 2 mm et 0,063 mm. D'accord? Le reste, je ne pense pas que vous ayez besoin de l'apprendre. Maintenant, on va passer à l'analyse granulométrique justement du sable. Alors pourquoi le sable? Eh bien, on choisit le sable parce qu'il contient des cristaux de quartz. Et le quartz est caractérisé par sa dureté. vraiment كيصبر المحنه اللي غادي تقطعوا الصخره ملي غادي من الاول غادي تجي مثلا روش ديال الغرانيت سوليد وغادي تكون التيري متهرس الى اخره elle va être érodée تحت ومن بعد ترانسبورتي اي بيان شحال من حاجه غادي تمشي تضيع مي لو كوارتز lui il va rester. Et donc, غادي يسجل, il va, comment dire, avoir des empreintes de tout ce qui lui est arrivé. Et donc, ça, c'est très bien. Le quartz va nous renseigner sur son histoire. On va le voir, surtout la morphoscopie du sable. On va commencer donc par la préparation du sable pour l'étude granulométrique. Alors, l'analyse granulométrique, je vous l'ai dit tout à l'heure, consiste à déterminer la distribution dimensionnelle des grains, dont les dimensions sont comprises entre 0,063 et 2 mm. نعرفوا شكون هما les grains اللي صغر من 2 mm اللي صغار بزاف etc. Donc on va faire, comment dire, déterminer une distribution à deux dimensions. Donc c'est le diamètre en fait des grains. قطر الحبيبات ديال الرمل. On met l'échantillon du sable عينة من الرملة à étudier dans un tamis غربال dont le diamètre des mailles est inférieur à 0,063 mm. Puis, on lave l'échantillon avec de l'eau courante pour éliminer quoi? L'argile et le limon. C'était prévisible. Regardez la taille de la maille. Donc, le 0,063. On a dit que le sable, il est compris entre 0,063 et 2 mm. Donc, inférieur à 0,063 mm. Qu'est-ce qu'il y a? كاين الطين وكاين le limon. Donc غادي نحيدوا الطين ou le limon من le sable.
et on va laisser donc seulement le sable. Pour se débarrasser du calcaire, on utilise l'acide chlorhydrique, liquide fawaran مع الكلس, et de la matière organique, on utilise l'eau oxygénée. الماء oxygéné كيحيد لنا المادة العضوية. الناس اللي كيبغيو يصبعوا شعرهم كيديروا الماء اوكسجيني كيرجع زعر. علاش؟ كيحيد ديك الماده العضويه اللي كاينه في الشعر اللي هي كحله. On rince le sable et on le sèche. On dépose 100 grammes. Pourquoi 100 grammes? Pour que le calcul du pourcentage soit facile. Donc on dépose 100 grammes de chaque échantillon de sable qu'on a prélevé de la région que l'on étudie. خدينا رمله ما عارفينش هاد الرمله شنو هو التاريخ ديالها وبغينا نعرفوا التاريخ ديال ديك المنطقه. دونك غادي ناخذوا شويه عينه من الرمله pour l'étudier et on la met dans une colonne de tamis. Donc regardez la colonne de tamis. Et puis il nous reste qu'à faire vibrer la colonne de tamis pendant 10 minutes. Avant c'était fait à la main, maintenant c'est fait avec des machines, donc avec un petit appareil. Donc kangharblo pendant 10 minutes. Alors il y a les termes que vous devez connaître. Qu'est-ce que c'est que le refus sur un tamis? C'est la quantité de sable qui est retenue sur le tamis. Parce que les différents tamis ont des diamètres de mailles différents. كل طامي عنده واحد الشبكه ديالو اما فيها لو ديامتر دي ماي اللي داخل دوك الثقاب لو ديامتر ديالهم يكون 0,063 شي وحدين فيهم 0,5 etc. Donc le refus sur un tamis c'est la quantité de sable qui est retenue sur le tamis. Le tamisat ou le passant c'est la quantité de sable qui passe à travers le tamis. Ah oui, j'avais oublié de vous dire une chose, c'est que la colonne de tamis, la colonne de tamis, elle est faite de plusieurs tamis, où les dimensions de la taille de la maille du tamis est la suivante. De bas en haut, on a 0,063, le diamètre de la maille du tamis, فوق منه 0,125, فوق منه 0,25, et ainsi de suite, حتى كنوصلوا للفوق كاع عندنا 2 mm. Donc celle qui a une maille de 2 mm, elle va laisser tous les grains qui ont un diamètre inférieur à 2 mm passer. Regardez un peu la colonne de droite. Bon, je crois que je me suis fait comprendre. Il nous reste maintenant à peser le refus de chaque tamis. Chaque tamis, il va refuser, il ne va pas laisser passer des grains, donc on va peser ce qu'il ne laisse pas passer. Et on va déterminer son pourcentage par rapport à la masse totale de l'échantillon étudié. On avait pris 100. Si on trouve maintenant 3 grammes, ce sera 3%, tout simplement. Et puis ensuite, on détermine le refus cumulé de chaque tamis comme suit. Alors pour le refus cumulé, vous avez le refus du tamis ayant la plus grande maille est pesée. La plus grande maille, c'est 2 mm. Et soit A, le pourcentage de la maille des grains de ce refus. Le refus du tamis immédiatement inférieur, 1 mm, est pesé. Soit B, le pourcentage de la masse des grains du deuxième refus. La somme A plus B, elle représente le pourcentage de la masse cumulée sur le deuxième tamis. Et cette opération, vous allez la poursuivre pour tous les tamis pris dans l'ordre des ouvertures décroissantes. Alors ما تدوخوش شوفوا غير لو تابلو تاعي لو تابلو غادي يفسرلكم احسن من هذا الشيء كله. عندنا لو ديامتر دي ماي شفتوهم 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 هاد لا ديامتر دي ماي هما الثقاب اللي كاين في الغربان. شحال هو لو ديامتر ديال دوك الثقاب اللي كاين في كل غربان. La masse des grains d'abord. On a trouvé par exemple A, le tamis, le diamètre des mailles 2 mm. Donc la masse cumulée, هي A ما جمعنا مع حتى شي حاجة أخرى. Puis ensuite نشوفوا الغربال الآخر. الغربال الآخر فين كاين؟ كاين تحت منه. Donc il est de 1 mm. Donc la masse اللي لقينا هي B. Ce qui fait que la masse cumulée هي A plus B. وحنا غاديين حتى كنساليو مع الاخير لو ديامتر دي ماي هو 0,063 ملم وكتعطينا اف وكنديروا لا ماس كومولي هي A plus B plus C plus D plus E plus F. ايوا الا ما فهمتوش شي راه ما نقدر هذا واش ندير عليكم. Après tout ce travail, on va commencer par la représentation graphique des résultats. Alors, comment représenter les résultats? On a histogramme et courbe de fréquence.
Pour les sciences maths, vous aurez l'année prochaine au bac les histogrammes et les courbes de fréquence. Donc, il vaut mieux les apprendre maintenant. Alors, comment réaliser l'histogramme? C'est facile. On trace un graphe à 2 axes, puis on porte en abscisse les dimensions des mailles des tamis d'une manière décroissante. Donc, en abscisse, on voit l'axe افقي. Et donc, on a la dimension des mailles des tamis d'une manière décroissante, تنازلية. ولكن les dimensions des mailles des tamis هو قطر الحبيبات في الحقيقة. Donc, إما غادي تكتبوا dimension des mailles des tamis, ou bien vous allez écrire diamètre des grains. Et en ordonnée, sur l'axe qui est vertical, le pourcentage du poids. Tout simplement. C'est facile. Pour réaliser maintenant l'histogramme, on va dessiner une suite de rectangles. Chacun représente une classe de grains ayant un diamètre compris entre 2 tamis successifs, donc 2 par exemple et 1, et la hauteur de chaque rectangle doit correspondre au pourcentage du poids qu'il représente. Et à la fin, on va dessiner la courbe de fréquence en reliant successivement les médianes des rectangles. Et je crois qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Regardez un peu l'image, le résultat. Vous voyez, j'ai mis en couleur les histogrammes. Donc, par exemple, si on a un refus de diamètre 4, entre 4 mm et 2 mm, et le pourcentage du poids, on a trouvé 5. Donc, je trace une colonne. En vert, par exemple, vous voyez en vert, on a par exemple le diamètre des mailles, c'est le refus qui est dans un tamis entre 1/2 et 1/4 de millimètre. Et le pourcentage du poids, par exemple, je trouve 30. Donc voilà la colonne qui est en vert. La courbe de fréquence, je relie les médianes de chaque histogramme. Ça me donne une courbe de fréquence. Quelle est l'importance de la courbe de fréquence? En fait, l'analyse de la courbe de fréquence permet de tirer des informations sur l'origine du sable étudié, sur l'agent de transport et même parfois sur le milieu de sédimentation. Je m'explique, regardez un peu. Si la courbe de fréquence est unimodale, qu'est-ce que ça veut dire unimodale? Ça veut dire que le mode qui est la valeur la plus représentée, qui a le plus fort effectif, regardez le mode, je l'ai mis en rouge, elle a le plus grand effectif. Eh bien, le mode, il y a un seul. On dit que la courbe de fréquence est unimodale. Et qu'est-ce que cela veut dire pour ce sable qu'on étudie? Eh bien, une courbe unimodale et étroite, indique un sable homogène et bien classé. Homogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les grains se ressemblent à peu près, le diamètre se ressemble. D'accord? Homogène, mutajanis. Et il est donc bien classé. Et là, on a 2 cas qui vont se présenter. Soit les grains vont vers le diamètre des grains qui sont très gros. Donc on a des grains grossiers. Eh bien, on peut en déduire, en comparaison avec le diamètre des grains qu'on a actuellement sur la plage, on peut dire eh bien, que ce sable est un sable de plage. Mais si le sable étudié est constitué essentiellement de grains fins, alors où trouve-t-on le grain fin actuellement? Les grains très fins, regardez la courbe, elle va vers le diamètre des mailles, c'est-à-dire le diamètre des grains. Le diamètre des grains, donc très très faible, 1/4, 1/8. Eh bien, c'est le sable du Sahara. C'est lui qui a des grains très très fins. Vous avez compris maintenant? Lorsqu'on trouve un sable dont on ne connaît pas l'origine, on fait son étude et là, en comparaison avec un sable actuel qui existe, on peut savoir un peu quel genre de sable on a. Est-ce que c'est un sable de plage? Est-ce que c'est un sable du Sahara, etc. Le sable du Sahara, qu'on appelle aussi sable éolien. Éolien, ça veut dire reh. Maintenant, si on trouve une courbe unimodale, d'accord, mais large, elle n'est pas bien si on trouve ces résultats, c'est pas bon. Eh bien, ça indique qu'un sable qui est mal classé, on trouve de tout, des diamètres petits, des grands diamètres, etc., est constitué de grains grossiers et fins. Et il s'agit probablement de sable fluviatile. Il n'y a pas eu de classement. Le sable fluviatile est un sable qui se constitue sous une énergie forte.
l'eau qui transporte ce genre de sable, eh bien, elle emporte les grains aussi bien lourds que légers, etc. Donc, on a une énergie de l'eau qui est assez forte. Et donc, ça va donner un peu cette courbe unimodale, mais large. Par contre, maintenant, si on trouve une courbe de fréquence bimodale, avec deux modes, ou bien plusieurs modes. Une courbe donc plurimodale va indiquer un sable hétérogène, غير متجانس, il y a de tout, et mal classé. Donc c'est un sable mélangé ayant peut-être des origines différentes. مصادر ديالها مختلفة. شوف منين جاي هذا الرملة. Donc là, ça va être un peu dur de savoir l'origine de ce sable, puisque en fait il a plusieurs origines. Alors maintenant, réaliser la courbe cumulative. Comment? Et elle est très importante, on va voir pourquoi. On trace un gras à deux axes, puis on porte en abscisse le diamètre des grains de sable de manière décroissante. Et ensuite, en ordonnée, le pourcentage de la masse cumulée. Et on aura ce genre de courbe. Donc, c'est le pourcentage de refus cumulé en fonction du diamètre des grains. Vous voyez ? Cette courbe cumulative, elle a une importance très très grande. Sur la courbe cumulative rétrograde, c'est-à-dire donc qui va de la dimension la plus grande à la dimension la plus faible, on détermine les quartiles. Q1 correspond à 75% du poids, Q3 correspond à 25% du poids et la médiane MD correspond à 50% du poids. Regardez plutôt sur la courbe. Vous voyez, à 75% du poids, eh bien, je regarde un peu son intersection avec la courbe cumulative, ça me donne Q1, 0,025 mm ici. Et à 25% du poids, je fais son intersection avec la courbe cumulative, 0,5 pour Q3. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de ces Q1, Q2, Q1 et Q3? Eh bien, les valeurs de Q1 et Q3 sont utilisées pour calculer l'indice de classement de Trask. S0 selon la formule suivante. S0 est égal à racine de Q3 sur Q1. Et on utilise les valeurs de S0 pour évaluer le classement du sable étudié. Si par exemple on a S0 est inférieur à 1,23, bien ce sable est très bien classé. Et si S0 est supérieur à 2, je prends les extrémités, on a un très mauvais classement. Alors, on va voir en quoi ça va nous être utile par la suite. Eh bien, l'utilité, tout simplement, pour avoir donc une idée sur l'origine du sable que l'on étudie, le mode de transport qu'il a subi, le milieu où il a sédimenté, il suffit de compléter les informations précédentes, issues de la courbe de fréquence qu'on avait vue tout à l'heure, et de comparer la courbe cumulative du sable étudié avec des courbes de sable de milieu connu. On a un sable de milieu connu, on va connaître S0, qu'est-ce qu'il a comme S0 ? Par exemple, on prend un sable du fleuve, on prend un sable d'une dune de sable, Koutben Ramliya, et on regarde son S0, combien il vaut. Et donc, on le connaît, ce sable. Eh bien, pour un sable inconnu, on cherche aussi S0 et on fait des comparaisons, tout simplement. Voilà par exemple la courbe cumulative des sables de plage, sable fluviatile et sable éolien. Et on a les différentes valeurs de Q3, de Q1 et de Q1 pour chaque sable. On peut alors calculer S0 pour chaque sable. Et là, je vais vous donner un exemple concret. Pour un sable fluviatile, par exemple, on peut avoir MD est égal à 2,82 mm, Q1 est égal à 0,71 mm et Q3 est égal à 2,82 mm. D'où S0 est égal à 1,99. Donc, 1,99 est comprise entre 1,74 et 2. Eh bien, il est mal classé. C'est un sable fluviatile. Donc, on sait que c'est un sable fluviatile, nous on le sait. Mais si on trouve un sable d'origine inconnue, et on trouve S0 qui s'approche de 1,99, il est mal classé. On peut faire l'hypothèse que c'est un sable fluviatile. Bon, j'espère que j'ai été assez... On fait quand même un petit bilan. La courbe de fréquence donne une idée sur le degré d'homogénéité du sable.
Si la courbe de fréquence est unimodale et décalée vers les petits diamètres, alors le sable est homogène, fin et bien classé. Et c'est probablement un sable éolien. Si la courbe de fréquence est unimodale et décalée vers les gros diamètres, le sable est homogène, grossier et bien classé. Et c'est probablement un sable côtier. Et si la courbe de fréquence est plurimodale, le sable est hétérogène et mal classé et c'est probablement un sable fluviatile. Et donc, la courbe cumulative, les quartiles Q3 et Q1, l'indice de Trask S0, permettent de renforcer les hypothèses précédentes sur le classement et donc de définir un peu l'origine, le mode de transport et le milieu de sédimentation du sable étudié. Alors, on va faire un exercice d'application. Je vais vous dire une chose, à moins que le professeur ne soit vraiment tordu, c'est le mot. Normalement, on vous donne les indices de Trask, vous n'avez pas à les apprendre, on les donne. Alors à vos stylos, essayez de faire cet exercice. Vraiment, c'est seulement par exercice que vous allez comprendre encore mieux, d'accord? Alors le tableau de la page suivante représente les résultats de l'étude granulométrique d'un échantillon de sable de 100 grammes dans une région donnée. L'on cherche donc à définir un peu quel est le sable que l'on étudie, quelle est son origine, etc. Et donc le tableau va me donner le diamètre des grains, supérieur à 2, 2, 1, 0,5 et 0,25, 0,125, et la masse aussi, et le pourcentage cumulé, c'est à vous de le calculer. Alors la première question, complétez le tableau en calculant le pourcentage cumulé du sable. Donc, question relativement facile. Deuxième question, tracez sur papier millimétré l'histogramme et la courbe de fréquence du sable. Troisième question, analysez la courbe de fréquence, puis conclure le degré d'homogénéité du sable. Quatrièmement, tracez sur papier millimétré la courbe cumulative de ce sable. Vous pouvez le mettre sur le même graphe. Déterminez Q3 et Q1, puis calculer l'indice de Trask S0 et déduire le classement de ce sable. Et la dernière question, formulez une hypothèse sur l'origine de ce sable. Je commence à me fatiguer un peu. Allez, bon courage. Je vous donnerai peut-être la solution dans la prochaine vidéo. Faites-le. C'est un exercice qui ne demande quand même pas beaucoup de choses, sauf que vous soyez un peu concentré et que vous ayez quand même, du punch. Alors, allez-y. Faites-le. انا عارفاكم شحال كتمره كتبغيو غير متكين وتشوفوا لا كوريكسيون غير متكين وحيدوا ديك القاعده بركه et essayez de travailler un peu. Allez, au revoir et à bientôt. Ah oui, j'allais oublier, pour la prochaine vidéo on fera l'étude morphoscopique des grains de quartz d'un sable, à moins que vous ne vouliez que je fasse autre chose. Vous avez le plan, vous me dites par vos commentaires qu'est-ce que vous voulez étudier dans la prochaine vidéo, si vous avez une préférence. Sinon, je ferai donc l'étude morphoscopique des grains de quartz d'un sable. Et peut-être autre chose. Allez, au revoir et à bientôt. Et bon courage!